va laisser maintenant la parole à Monsieur Lasconi, qui va nous expliquer certaines choses, parce qu'il s'y connaît, et je sais qu'avec Lasconi, il nous faut plusieurs jours et des semaines pour essayer de comprendre ce que Lasconi nous dit, parce qu'il est, il est très pédagogue, et il est multisectoriel, multidimensionnel, et il a fait plusieurs pays dans le monde, et c'est un itinérant, il vient même d'arriver ce matin, et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je vous dis vraiment de vraiment applaudir Lasconi, et vraiment applaudir tout ça. Et vraiment, vous allez écouter Lasconi qui nous parle tout le temps avec des images, et j'espère qu'on aura ces images, donc on va faire avec. Donc merci beaucoup. Bonjour à tous, merci infiniment de m'avoir invité, Mireille. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs de cet événement, de cette généreuse initiative, et remercier les panélistes pour leurs brillantes interventions. Il est toujours frustrant quand on a préparé un exposé, qu'on est venu avec des images, de ne pas disposer assez de temps pour illustrer, parce que, quelle que soit l'éloquence du tribun, les images prendront toujours le dessus, parce que les images parlent d'elles-mêmes. J'ai eu à parcourir 98 pays dans le monde, j'ai parcouru toute l'Europe, j'ai parcouru toute l'Afrique, du fleuve Zambèze jusqu'au Caire, et ma plus grande frustration, c'est de ne pas pouvoir montrer quelques bribes de ce que j'ai pu récolter, mais je suis quelqu'un de très discipliné, je ne vais pas déborder, nous avons chacun 10 minutes, donc je vais les respecter. L'intitulé de mon intervention est « La déstabilisation de l'Afrique ». Mais pour parler de déstabilisation, je voudrais d'abord me référer à un ouvrage qui a été publié dans les années 50 par un homme politique et un homme de lettres afro-caribéen qui s'appelait Aimé Césaire. Aimé Césaire a écrit un excellent ouvrage qui a été réédité, qui s'intitule « Discours sur le colonialisme ». Aujourd'hui, on y a rajouté, dans la nouvelle édition, « Discours sur la négritude ». Mais je veux me focaliser sur le premier ouvrage qui est le discours sur le colonialisme, où Césaire s'est permis de faire un parallèle entre la colonisation et le nazisme. Et ça, la France ne le lui a jamais pardonné, raison pour laquelle il a été banni du programme scolaire. Césaire a été 56 ans maire de Fort-de-France, donc d'une commune française, et il a été interdit au programme scolaire français. Donc c'est bien pour vous dire qu'il y a une certaine élite politique qui a du mal à assumer le passé. Nous sommes tous favorables à ce que le passé soit dépassé, mais pour qu'il soit dépassé, il doit être raconté dans son intégralité. On ne peut pas occulter les zones d'ombre. Et je voudrais ici commencer par la France-Afrique. Chaque président qui arrive, depuis en tout cas la Ve République, on nous annonce la mort de la France-Afrique. François Hollande l'a annoncé quand il arrive en 2012, Sarkozy aussi l'avait annoncé en 2007, Emmanuel Macron l'a annoncé en 2017, mais jusqu'à présent, les Africains attendent d'assister à ces obsèques. Vous ne pouvez pas annoncer la mort d'un système, d'un être humain, sans qu'il y ait des obsèques. Donc nous considérons que la France-Afrique existe bel et bien et qu'elle sévit toujours partout. Mais je ne veux pas me focaliser uniquement sur la France parce que l'impérialisme est vaste et c'est une pieuvre qui déploie ses tentacules un peu partout dans le monde. Focalisons-nous sur l'Afrique. Les Anglais disent « Charity begins at home ». La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je veux commencer par l'Afrique. Tony Blair, dans ses mémoires, a écrit « Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir évincé le président Robert Mugabe. » Noir sur blanc. Ça veut dire qu'un premier ministre d'une nation occidentale peut décider par rapport à son humeur d'éjecter un chef d'État qui lui convient ou qui ne le convient. La raison est toute simple. C'est qu'en 1979, il y a eu des accords qu'on appelle les accords de Lancaster House, qui ont été signés en Angleterre par le gouvernement britannique et
les autochtones de ce qu'on appelle aujourd'hui le Zimbabwe, qui s'appelait à l'époque la Rhodésie du Sud. Ces accords prévoyaient que pendant 10 ans, les Noirs n'allaient pas poser le problème de la réforme agraire, c'est-à-dire la redistribution des terres de façon équitable. Ces accords ont été respectés. Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès Par les anciens colonisés qui ont obtenu l'indépendance en 1980 après une lutte armée, s'il vous plaît. Sauf que les accords de Lancaster House, la question de la réforme agraire doit se poser à partir de 1990. Et 1990 est une période très charnière dans l'histoire de l'Afrique. Pourquoi? Au moment où le président Robert Mugabe décide de faire la réforme agraire, en appliquant les accords qui lui accordaient 10 ans, 1980-1990, se pose le problème de l'apartheid en Afrique du Sud. 1990, c'est l'année où Nelson Mandela est libéré, et c'est l'année où la Namibie accède à l'indépendance. Donc il y a un homme ivoirien, merci pour le drapeau ivoirien, un diplomate que nous souhaiterons vraiment inviter dans ce genre d'événement, qui a encore en vie, ce qu'on appelle une personne ressourcée, Amara Essi, qui a été ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et qui a été secrétaire général de l'OUA, qui a eu la sagesse de dire au président Robert Mugabe, ne fais pas la réforme agraire, s'il te plaît. Parce que si tu fais la réforme agraire au Zimbabwe, les Blancs d'Afrique du Sud auront peur et Mandela et ses compagnons risqueraient de moisir en prison. Donc c'est grâce à la sagesse de cet homme à qui je voudrais rendre hommage de son vivant, qui est ivoirien, qui a réussi à convaincre Robert Mugabe de reporter l'application de l'accord de Lancaster House pour permettre à Nelson Mandela et ses compagnons, Walter Sisulu, Govan Mbeki, qui est le père de Thabo Mbeki, André Malengani, etc., de pouvoir recouvrir leur liberté et de permettre surtout à la Namibie d'accéder à l'indépendance. Une fois chose faite, Mugabe a eu la patience, 10 ans plus tard, de reposer le problème de la réforme agraire parce qu'il est anormal que dans un pays, 80% des terres arables soient entre les mains d'une population qui ne représente même pas 1%. Voilà ce qui pose problème aujourd'hui en Afrique. Et aussitôt, lorsque Mugabe pose le problème de la redistribution des terres, il est traité de dictateur, il est vilipendé alors qu'il a reçu les plus hautes distinctions de la couronne britannique. Voilà des éléments qui sont très importants pour nous, parce que lorsque nous parlons d'impérialisme, nous pensons que l'impérialisme ne se limite qu'à la zone dite francophone en Afrique. Non, l'impérialisme est partout, et tout à l'heure, Mireille, qui est une très bonne amie, va intervenir sur la présence militaire. Mais je voudrais ici rappeler que des bases militaires en Afrique, les bases militaires en Afrique ont occasionné beaucoup d'opérations. Opérations militaires qui ont provoqué plus la déstabilisation du continent que ramener la paix. On commencerait déjà par l'opération Crevette en 1977, qui est partie du Maroc, parce que le président Hassan II avait un contentieux avec le président Mathieu Kérékou du Bénin. Donc, les mercenaires sont partis du Maroc avec la bénédiction de la France, puisque c'est Bob Denard qui conduira cette opération Crevette, qui fera des victimes jusqu'à présent qui n'ont jamais été dédommagées à Cotonou. C'est-à-dire que des hommes ont décidé de débarquer dans un pays souverain avec la bénédiction d'une puissance étrangère, massacrer les populations innocentes, des femmes de ménage qui étaient à l'aéroport, des techniciens qui ont été criblés de balles, et il y a eu un procès en France. Bob Denard a été condamné symboliquement puisqu'il n'a jamais été écroué. Bob Denard a écrit un ouvrage qui s'intitule « Corsaire de la République ». Et je voudrais aussi rappeler donc à tous ces journalistes qui nous rabâchent les oreilles avec Wagner, qu'avant de parler de Wagner, parce que moi je suis hostile à toute forme de présence militaire étrangère en Afrique, y compris russe, mais si la Russie peut être un rempart
contre les autres impérialistes, je dis bienvenue à la Russie. Mon problème, ce n'est pas de louer une présence étrangère quelconque, mais de dire que, puisque nous ne sommes pas encore en mesure de contrer ceux qui nous ont esclavagés, ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont génocidés, ben, garçon contre garçon, on dit, ben, affronter les Russes sur place à notre place. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la Russie est devenue de plus en plus populaire dans les pays africains. Au départ, le narratif était de dire que la Russie paye les sociétés civiles, il y a des groupuscules en Afrique qui sont montés pour provoquer un sentiment anti-français. Je dis qu'il n'existe pas de sentiment anti-français en Afrique. Les citoyens français vivent paisiblement dans la plupart des pays d'Afrique dite francophone, et il n'y a pas un seul citoyen français qui ait perdu la vue à cause de ses origines. C'est complètement faux. La vérité est qu'il y a un sentiment anti-France-africain. Donc, quand on dit anti-France-africain, il y a également les Africains dedans, parce que les Africains en ont ras-le-bol d'avoir des dirigeants dirigés. Prenons le cas de ces opérations militaires qui ont été facilitées par les bases militaires sur le continent africain, parce que les opérations militaires en général, ce sont des soldats qui sont sur place qui interviennent. Ce ne sont pas toujours des soldats qui viennent de l'extérieur, puisque nous avons plusieurs bases militaires sur le continent américain. Africain. Pardon, africain, je ne sais pas pourquoi, lapsus révélateur. Africain, pourquoi? Parce que, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. En 2010, il y a une élection en Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on appelle la crise post-électorale. Cette crise concerne les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui se disputent. Et subitement, l'opération Licorne, qui est censée apporter la paix, devient une intervention étrangère en faveur d'une partie adverse. Et ce qui malheureusement n'a fait que crisper la situation politique en Côte d'Ivoire. Donc, on va chercher un président élu démocratiquement dans son palais présidentiel exposé. Et toutes ces images sont restées dans la mémoire de la jeunesse africaine, parce que l'erreur des puissances impérialistes, c'est d'avoir cru qu'en affaiblissant les oppositions, c'est-à-dire ceux qui étaient opposés au système impérialiste, ils allaient ad vitam aeternam continuer à pousser leurs pions. Malheureusement pour eux, en affaiblissant les politiques, il y a un nouvel acteur auquel ils ne s'attendaient pas, qui est émergé, c'est la société civile. Et celle-là, on ne peut pas l'arrêter. Et quand on voit les manifestations au Niger, au Burkina Faso, au Mali, ce n'est pas une histoire de politique. Il n'y a pas un homme politique africain qui sera assez riche pour rémunérer ces milliers de gens qui descendent. C'est parce que les Africains en ont marre d'être humiliés à domicile. La Côte d'Ivoire est encore dans la mémoire des millions d'Africains. Voir une première dame échevelée, exposée comme une bête de somme, je pense qu'aucun être humain qui est doté de dignité ne peut supporter cela. Je ne suis ni pro-Gbagbo, ni pro-Ouattara, je suis congolais, je suis pro-africain, pour ne pas dire pro-Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas accepter ce genre de choses, et on sait quels sont les soldats qui sont intervenus pour déloger le président Gbagbo et la première dame du palais présidentiel. Ça, c'est un exemple. Il y a tant de choses à dire. Maintenant, parlons de la présence chinoise, les Chinois qui seraient les nouveaux impérialistes qui étant décrits. Très bien. Comptons le nombre de bases militaires chinoises en Afrique et comptons les bases militaires françaises, américaines, anglaises en Afrique. Faisons l'inventaire et on verra qui nuit plus à l'Afrique qu'autre chose. Je vous signale que la Chine a une base militaire, mais celle-ci s'est faite avec l'accord d'un pays qui loue sa propre fenêtre maritime, qui est Djibouti. Donc la Chine n'a pas été s'imposer dans un quelconque pays. C'est que Djibouti a pour politique de faire de son littoral une rente
Djibouti est le seul pays en Afrique, malheureusement, qui loue son territoire à des puissances étrangères. Et c'est dans ce cadre que la Chine a posé sa base militaire. Ceci étant, je suis contre toute forme de présence militaire étrangère en Afrique. Maintenant, on ne fait pas l'amitié, puisqu'on nous parle de l'amitié France-africaine, l'amitié japono-africaine, l'amitié turque-africaine, on ne fait pas l'amitié avec les armes. Lorsque vous prenez une arme, vous la braquez sur la tempe d'un ami, ce n'est plus de l'amitié, ça s'appelle du gangstérisme. Et c'est en cela, pour ne pas abuser du temps, je voudrais ici dénoncer une situation sur laquelle l'Afrique est restée silencieuse. Aujourd'hui, heureusement, il y a une certaine conscience panafricaine qui est de plus en plus visible parce qu'avant, lorsque un pays africain était touché, il n'y avait que les nationaux qui réagissaient. Aujourd'hui, on a vu, avec le cas de la Côte d'Ivoire, une certaine conscience panafricaine s'affirmer parce que je peux vous assurer que sans cette mobilisation africaine, le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sera encore à La Haye aujourd'hui. Les Africains ont démontré pendant pratiquement une décennie qu'ils pouvaient se mobiliser pour une cause qui concernait uniquement un seul pays. Et on a vu les bus hiver, été, automne, les Africains se rendre massivement. Et à un moment donné, même les juges de la CPI se sont posé la question si Gbagbo, qui était tant décrié, était réellement le coupable. C'est pour dire que nous avons une référence historique. C'est Haïti. La devise d'Haïti, c'est l'union fait la force. C'est pour la première fois que les Africains qui ont été dépouillés de leur dignité, de leur statut d'être humain, ont décidé, dans la nuit du 13 au 14 août 1791, en organisant une cérémonie au Bois Caïman pour lancer un slogan libérateur, couper tête, brûler caille, couper les têtes, brûler les maisons. Et pour la première fois, après 11 heures de bataille, ce qu'on appelle la bataille de Vertières, 18 novembre 1803, des Africains, des Bété, des Baoulés, des Bamileke, des Bassa, des Congo, des Louba, de tout ce qu'on veut, ont décidé de mettre fin à l'asservissement. Et la plus grande armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, a été vaincue par les anciens esclaves. Il a fallu 11 heures pour changer le cours de l'histoire. 500 000 Africains réduits en esclavage, qui en 11 heures sont devenus les maîtres d'un pays qui s'appelle Haïti, qui est aujourd'hui le pays le plus asphyxié au monde. Donc c'est bien pour vous dire que là, comme par hasard, Haïti paye encore aujourd'hui. Et c'est pour dire que le véritable bouclier, moi je suis un panafricaniste décomplexé. Les Africains ne doivent pas avoir honte de se revendiquer du panafricanisme parce que c'est la seule religion qui permettra aux Africains de vivre en paix sur terre. Et pour cela, au nom de Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Modibo Keïta, je dis haché. Merci.